Je n'ai pas encore accepté ce que le développement de la super-intelligence pourrait faire à l'avenir de mes enfants. Moi ça va, j'ai 67 ans. Je ne serai plus là bientôt. Mais pour mes enfants, mes jeunes amis, mes neveux, mes nièces et leurs enfants, My nephews and nieces and their children. je n'aime tout simplement pas penser à ce qui pourrait arriver. Voilà donc Geoffrey Hinton, largement connu comme le parrain de l'IA. Et il n'est pas seulement inquiet, il a véritablement peur. Dans cette récente interview avec Stephen Bartlett, le podcast Diary of CEO, Hinton a exposé exactement pourquoi est-ce qu'il pourrait simplement être trop tard. De la perte massive d'emplois aux armes autonomes, en passant par la désinformation et le risque d'extinction, il avertit tout simplement que l'IA progresse plus vite que nous ne pouvons la contrôler, et que même les personnes qui la construisent pourraient ne plus comprendre ce qu'elles ont créé. Et au cœur de tout cela se trouve une réalisation terrifiante, l'IA pourrait bientôt surpasser l'intelligence humaine. Regardez ça. Y a-t-il des risques, comme l'idée qu'il deviendrait un jour plus intelligent que nous et que nous pourrions devenir insignifiants? J'ai mis du temps à le reconnaître. D'autres l'ont reconnu il y a 20 ans. Je ne l'avais compris il y a quelques années, que c'était un vrai risque qui pourrait arriver très bientôt. Comment n'auriez-vous pas pu prévoir cela, avec tout ce que vous savez sur la capacité de ces ordinateurs à apprendre de la même manière que les humains, et en introduisant n'importe quel taux d'amélioration? Introducing any rate of improvement. C'est une très bonne question. Comment n'auriez-vous pas pu le voir? Mais rappelez-vous que les réseaux neuronaux d'il y a 20 ou 30 ans étaient très primitifs dans ce qu'ils pouvaient faire. Ils étaient loin d'être aussi bons que les humains pour des choses comme la vision, le langage et la reconnaissance vocale. L'idée que vous deviez vous inquiéter de les voir devenir plus intelligents que les humains, cela semblait ridicule à l'époque. Quand cela a-t-il changé? Pour la population générale, cela a changé lorsque ChatGPT est apparu. Pour moi, cela a changé quand j'ai réalisé que les intelligences numériques que nous créons possèdent quelque chose qui les rend bien supérieures à l'intelligence biologique que nous avons. Si je veux partager des informations avec vous, je vais apprendre quelque chose. Et j'aimerais vous dire ce que j'ai appris. Alors je produis des phrases. C'est un modèle assez simpliste, mais globalement juste. Votre cerveau essaie de comprendre comment modifier la force des connexions entre les neurones pour que j'ai pu placer ce mot ensuite. Ainsi, vous apprendrez beaucoup lorsqu'un mot très surprenant apparaîtra, et pas grand-chose si c'est un mot très évident. Si je dis fish and chips, vous n'apprenez pas grand-chose quand je dis chips. Mais si je dis fish and cucumber, vous apprenez beaucoup plus. Vous vous demandez pourquoi j'ai dit cucumber. C'est à peu près ce qui se passe dans votre cerveau. Je prédis ce qui va suivre. C'est ainsi que nous pensons que ça fonctionne. Personne ne sait vraiment avec certitude comment le cerveau fonctionne, et personne ne sait comment il obtient l'information pour savoir s'il doit augmenter ou diminuer la force d'une connexion. C'est ça le point crucial. Mais ce que nous savons maintenant grâce à l'IA, c'est que si vous pouviez obtenir des informations pour savoir s'il faut augmenter ou diminuer la force d'une connexion, afin de mieux réussir les tâches que vous essayez d'accomplir, alors nous pourrions apprendre des choses incroyables, car c'est ce que nous faisons maintenant avec les réseaux neuronaux artificiels. Nous ne savons tout simplement pas, pour les vrais cerveaux, comment ils obtiennent ce signal pour augmenter ou diminuer. Il souligne donc essentiellement que l'IA et le cerveau humain apprennent de manière assez similaire, ce qui est évidemment logique étant donné que l'IA est modelée sur le cerveau humain. Mais la différence clé, parce que l'IA est numérique, c'est qu'elle peut partager l'information instantanément. Vous savez, les humains ne peuvent que parler en phrases ou taper sur un clavier ou écrire pour transmettre l'information de l'un à l'autre. Mais les IA, elles peuvent simplement moyenner leur poids et partager instantanément tout ce qu'elles ont appris entre elles. C'est en fait l'une des principales raisons pour lesquelles je suis si optimiste pour les robots humanoïdes. Je veux dire, imaginez des millions ou peut-être même des milliards de robots alimentés par l'IA opérant dans le monde entier, chacun apprenant de ses propres expériences en temps réel, puis partageant instantanément ces connaissances-là à tous les autres robots du réseau. C'est pas seulement un apprentissage plus rapide, c'est l'intelligence collective à une échelle que nous n'avons jamais vue auparavant. C'est comme si aujourd'hui vous prenez les 8 milliards d'êtres humains et que vous les connectez entre eux via la pensée. Eh bien, c'est là que l'interview prend une tournure un peu sombre. On demande à Hinton quels sont les risques potentiels qu'il voit avec l'IA, et il les énumère un à un. Vous connaissez probablement déjà les choses comme les cyberattaques par exemple. Eh bien, il mentionne même qu'il a personnellement diversifié ses économies dans plusieurs banques, au cas où. Ou alors les armes biologiques. L'idée qu'une seule personne qui serait suffisamment déterminée à tout détruire pourrait utiliser l'IA pour concevoir un virus dévastateur. Puis, un autre point, il y a la désinformation à grande échelle. L'IA par exemple utilisée pour influencer les élections, déformer la vérité ou manipuler l'opinion publique. Rappelez-vous que ces entreprises d'IA sont légalement obligées de maximiser les profits, pas de minimiser les risques. Mais il finit malgré tout par dire, écoutez, nous pouvons continuer encore et encore sur les risques, car la vérité c'est qu'il existe une quantité infinie de façons dont une IA super intelligente pourrait nous nuire, ou être utilisée pour nous nuire du moins. Et donc il n'y a aucun intérêt à passer notre temps à spéculer, au lieu de cela, nous devrions essayer de l'empêcher. Regardez. Ainsi, par exemple, une IA super intelligente pourrait décider de se débarrasser des humains, et la manière évidente de le faire serait de créer l'un de ces virus dangereux. Si vous créez un virus très contagieux, très létal et très lent, tout le monde l'aurait avant même de réaliser ce qui se passe.
Je pense que si une super intelligence voulait se débarrasser de nous, elle opterait probablement pour quelque chose de biologique, qui ne l'affecterait pas. Ne pensez-vous pas qu'elle pourrait très rapidement nous monter les uns contre les autres, par exemple en envoyant une alerte sur les systèmes nucléaires en Amérique, signalant une bombe nucléaire venant de Russie, ou vice-versa, et qu'une riposte s'ensuive? Mon point de vue fondamental est qu'il existe tellement de façons pour une super intelligence de se débarrasser de nous qu'il ne sert à rien de spéculer à ce sujet. Qu'est-ce qui empêcherait cela? Ce que vous devez faire, c'est l'empêcher de jamais le vouloir. C'est sur cela que nous devrions faire de la recherche. Nous n'avons aucun moyen de l'empêcher. Elle est plus intelligente que nous, n'est-ce pas? Il n'y a aucun moyen de l'empêcher de se débarrasser de nous si elle le désire. Nous ne sommes pas habitués à penser à des choses plus intelligentes que nous. Si vous voulez savoir ce que c'est que de ne pas être l'intelligence dominante, demandez à une poule. Alors oui, il met vraiment les choses en perspective. Je veux dire, vous ne voudriez certainement pas être une poule, un poulet, un mouton ou un animal d'élevage dans un monde dirigé par les humains, n'est-ce pas? Et c'est là que si la super-intelligence finit par nous ressembler, alors nous ne voudrions peut-être pas être un humain dans un monde dirigé par une IA super-intelligente. Bon, tout ça c'est des spéculations très lointaines et un peu bancales, mais il y a bien sûr un risque beaucoup plus éminent, beaucoup plus réel et qui va bientôt arriver vraiment, c'est le chômage de masse. Si l'IA devient plus intelligente que les humains et peut faire nos emplois mieux que nous, alors qu'est-ce qui nous arrive à votre avis? Eh bien, Hinton décompose cela en deux scénarios simples, le bon scénario et le mauvais scénario. Regardez ça. Est-ce que j'ai raison de penser que cette sorte de révolution industrielle va jouer un rôle dans le remplacement des muscles? Oui, exactement. Et cette révolution de l'IA remplace l'intelligence, le cerveau. Le travail intellectuel courant est comme avoir des muscles forts. Et cela ne vaut plus grand-chose. Donc, les muscles ont été remplacés. Maintenant, l'intelligence est remplacée. Alors, que reste-t-il? Peut-être, pour un temps, certaines formes de créativité. Mais l'idée même de la superintelligence, c'est qu'il ne reste rien. Et ces choses vont devenir meilleures que nous en tout. Alors, que finirons-nous par faire dans un tel monde? Eh bien, si elles travaillent pour nous, nous finissons par obtenir beaucoup de biens et de services sans beaucoup d'efforts. D'accord, mais cela semble tentant et agréable, mais je ne sais pas. Il y a une mise en garde à créer de plus en plus de facilité pour les humains, au risque que cela tourne mal. Oui. Et nous devons déterminer si nous pouvons faire en sorte que ça se passe bien. Alors le bon scénario est d'imaginer une entreprise avec un PDG très stupide, probablement le fils de l'ancien PDG, et il a une assistante de direction très intelligente. Et il dit, je pense que nous devrions faire ça. Et l'assistante de direction fait en sorte que tout fonctionne. Le PDG se sent bien. Il ne comprend pas qu'il n'est pas vraiment en contrôle. Et, d'une certaine manière, il est en contrôle. Il suggère ce que l'entreprise devrait faire. Elle fait juste en sorte que tout fonctionne. Tout est génial, c'est le bon scénario. Et le mauvais scénario? Le mauvais scénario est qu'elle se dit, pourquoi avons-nous besoin de lui? Oui. Je veux dire, dans un monde où nous avons la super intelligence, ce que vous ne croyez pas être si loin. Oui, je pense que ce n'est peut-être pas si loin. C'est très difficile à prédire, mais je pense que nous pourrions l'avoir dans environ 20 ans, voire moins. Alors qu'en est-il du travail créatif? Je veux dire, même avec des modèles vidéo IA très avancés comme VO3 de Google par exemple, certaines personnes insistent encore sur le fait que les machines ne seront jamais plus créatives que les humains. Pour être honnête avec vous, je n'y crois pas, et Hinton explique également pourquoi lui non plus n'y croit pas. Écoutez. Donc, il saura essentiellement tout ce que les humains savent, mais plus, parce qu'il apprendra de nouvelles choses. Il apprendra de nouvelles choses. Il verra aussi toutes sortes d'analogies que les gens n'ont probablement jamais vues. Alors, par exemple, au moment où GPT-4 ne pouvait pas chercher sur le web, je lui ai demandé « Pourquoi un tas de compost est-il comme une bombe atomique ?» À vous. Je n'en ai aucune idée. Exactement. Excellent. C'est exactement ce que la plupart des gens diraient. Il a dit, eh bien, les échelles de temps sont très différentes, et les échelles d'énergie sont très différentes. Mais ensuite, il a continué à expliquer comment un tas de compost, en devenant plus chaud, génère de la chaleur plus rapidement, et comment une bombe atomique, en produisant plus de neutrons, génère des neutrons plus rapidement. Et donc, ce sont toutes deux des réactions en chaîne, mais à des échelles de temps et d'énergie très différentes. Et je crois que GPT-4 avait vu cela pendant son entraînement. Il avait compris l'analogie entre un tas de compost et une bombe atomique. Et la raison pour laquelle je crois cela est, si vous n'avez qu'un billion de connexions, rappelez-vous que vous en avez 100 billions, et que vous devez avoir des milliers de fois plus de connaissances qu'une personne. Vous devez compresser l'information dans ces connexions. Et pour compresser l'information, vous devez voir des analogies entre différentes choses. En d'autres termes, il doit voir toutes les choses qui sont des réactions en chaîne, et comprendre l'idée de base d'une réaction en chaîne, pour la coder, puis coder les différences, et c'est juste une manière plus efficace de coder les choses que de coder chacune d'entre elles séparément. Donc, il a vu de très nombreuses analogies, probablement de nombreuses analogies que les gens n'ont jamais vues. C'est pourquoi je pense aussi que les gens qui disent que ces choses ne seront jamais créatives, elles vont être beaucoup plus créatives que nous. Parce qu'elles vont voir toutes sortes d'analogies que nous n'avons jamais vues. Et une grande partie de la créativité consiste à avoir des analogies étranges. Après cela, ils abordent quelque chose d'un peu plus profond, à savoir si l'IA aura ou pas des sentiments ou des émotions. Et Hinton dit essentiellement qu'elle n'aura pas d'émotions comme nous, du moins au sens psychologique. Mais ce qu'elle aura, ce sont des mécanismes intégrés qui simulent l'émotion quand c'est utile. Par exemple, disons qu'un robot humanoïde se trouve en danger.
Il pourrait commencer à émuler la peur, non pas parce qu'il la ressent, mais parce que agir avec peur, s'enfuir ou appeler à l'aide, c'est le bon comportement dans ce moment-là pour survivre. Ou alors, dans le contexte du travail, il imagine un scénario où un vieil homme solitaire appelle un centre d'appel juste parce qu'il veut parler à quelqu'un. Et dans ce cas-là, alors, il pourrait être utile pour l'IA de simuler l'irritation ou même l'ennui, parce que d'un point de vue commercial, cet appel c'est une perte de temps et d'argent. Alors vous vous demandez probablement quels emplois resteront. Eh bien c'est exactement ce que Stéphane Bartlett lui a demandé, écoutez. J'utilise un outil appelé Replit, et j'ai construit un logiciel en disant simplement à l'agent ce que je voulais. Oui, c'est incroyable, n'est-ce pas? C'est incroyable et terrifiant à la fois. Oui, et si cela peut construire un logiciel comme ça? Oui, n'oubliez pas que l'IA, lorsqu'elle s'entraîne, utilise du code. Et si elle peut modifier son propre code, alors ça devient assez effrayant, n'est-ce pas? Parce qu'elle peut se modifier elle-même, elle peut se changer d'une manière que nous ne pouvons pas nous-mêmes changer. Nous ne pouvons pas changer notre démon inné. Il n'y a rien en elle-même qu'elle ne pourrait pas changer. Sur cette question du chômage, vous avez des enfants. Oui. Et eux ont des enfants? Non, ils n'ont pas d'enfants, pas de petits-enfants pour l'instant. Que diriez-vous aux gens concernant leur perspective de carrière dans un monde de super-intelligence? À quoi devrions-nous penser? En attendant, je dirais qu'il faudra beaucoup de temps avant qu'elle ne soit aussi douée que nous en manipulation physique. Et donc, un bon pari serait de devenir plombier. Jusqu'à ce que le robot humanoïde... Oui. Alors oui, et il ne plaisante pas, son conseil littéral c'est de devenir plombier. Alors maintenant, évidemment, tout le monde ne peut pas être plombier. Et donc, naturellement, la conversation s'est orientée sur le RUB, donc le revenu universel de base. Donc, ils n'ont pas approfondi le sujet, mais le point principal de Hinton, c'est que le revenu universel de base sera définitivement nécessaire, je le pense également, bien qu'il ne soit pas suffisant en soi. Parce que les gens n'ont pas seulement besoin d'argent, ils ont besoin d'une raison de se lever le matin, vous voyez, un sens, des objectifs. Et en réalité, pour la plupart des gens, cela est toujours venu du fait d'avoir un emploi, de travailler. Alors maintenant, je suis sûr que beaucoup de gens ont des opinions fortes là-dessus, et j'adorerais les lire dans les commentaires. Bon, pour revenir à l'interview, encore une fois, ils n'approfondissent pas trop l'impact de l'IA sur l'économie, mais au lieu de cela, l'interview prend en fait un tournant un peu émotionnel. Hinton réfléchit à ce qui vient, l'avenir qui arrive, et il admet que même lui n'a pas encore complètement accepté cela. Regardez. Oui, beaucoup de ces menaces, il est très difficile de s'y confronter émotionnellement, même si intellectuellement on peut en voir la portée. Je ne m'y suis pas encore confronté émotionnellement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je n'ai pas encore accepté ce que le développement de la super-intelligence pourrait faire à l'avenir de mes enfants. Quant à moi, tout va bien, j'ai 77 ans, et je serai bientôt parti d'ici. Mais pour mes enfants, mes jeunes amis, mes neveux, nièces et leurs enfants, je n'aime tout simplement pas penser à ce qui pourrait arriver. Pourquoi? Parce que ça pourrait être terrible. In what way? Si elle décidait un jour de prendre le contrôle, je veux dire, elle aurait besoin des humains pendant un certain temps pour faire fonctionner les centrales électriques, le temps de concevoir de meilleures machines analogiques pour les gérer. Il y a tellement de façons de se débarrasser des gens, toutes bien sûr très désagréables. Est-ce une des raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites maintenant? Oui, je pense que nous devrions faire un énorme effort dès maintenant pour essayer de trouver comment la développer en toute sécurité. Maintenant, pour finir sur une note quelque peu positive, Geoffrey Hinton, le père de l'IA, affirme qu'il y a encore de l'espoir pour l'humanité, même si ça ne s'annonce pas très bien, regardez. Il y a encore une chance que nous puissions trouver comment développer une IA qui ne voudra pas prendre le dessus sur nous. Et parce qu'il y a une chance, nous devrions allouer d'énormes ressources pour comprendre cela, car si nous ne le faisons pas, elle prendra le contrôle. Et êtes-vous optimiste? Je ne sais tout simplement pas. Je suis agnostique. Vous devez vous coucher le soir, et quand vous réfléchissez aux probabilités de résultats, il doit y avoir un biais dans une direction. Car il y en a certainement un pour moi. J'imagine que tout le monde qui écoute a maintenant une prédiction interne qu'ils ne diront peut-être pas à voix haute, mais sur la façon dont ils pensent que cela va se dérouler. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais sincèrement pas. Je pense que c'est incroyablement incertain. Quand je me sens un peu déprimé, je pense que les gens sont fichus, que l'IA va prendre le dessus. Quand je me sens joyeux, je pense, nous trouverons un moyen. Peut-être que l'une des facettes d'être humain est que, parce que nous avons toujours été là, comme nous le disons à propos de nos proches et de nos relations, nous supposons, à la légère, que nous serons toujours là et que nous trouverons toujours des solutions. Mais il y a un début et une fin à tout, comme nous l'avons vu avec les dinosaures. Oui. Et nous devons faire face à la possibilité que, à moins que nous ne fassions quelque chose bientôt, nous soyons proches de la fin. Alors oui, cette interview était honnêtement un peu révélatrice, même pour quelqu'un comme moi qui couvre régulièrement ces sujets. Je veux dire, nous avons là le gars qui a essentiellement inventé l'IA que nous connaissons aujourd'hui, qui nous dit directement qu'elle va probablement prendre le contrôle et qu'il n'y a plus rien
que nous puissions faire. Et pourtant, la majorité des gens ne sont même pas conscients de ce qu'il se passe. C'est juste fou l'époque dans laquelle nous vivons. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette analyse. Assurez-vous de la partager avec quelqu'un qui n'a peut-être pas assez fait attention. Parce que plus il y a de gens qui comprennent vraiment ce qui s'en vient, meilleures seront nos chances d'orienter cela dans la bonne direction. Laissez également vos réflexions dans les commentaires, je veux vraiment entendre ce que vous pensez, et si vous voulez rester à jour sur les futures actualités de l'IA, comme celle-ci par exemple, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et s'abonner si vous êtes nouveau. Et comme toujours, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, merci, à bientôt. Notre quotidien et façonneront notre avenir.